Aujourd'hui, je vais te montrer que tu te trompes peut-être complètement sur ton cas et que tu n'es peut-être pas au potentiel, que tu t'es totalement trompé. Tu es peut-être tout à fait normal et ce n'est pas de ta faute, c'est à cause du biais de confirmation qu'on appelle aussi la théorie de la dissonance cognitive. On va donc voir dans cette vidéo si tu es au potentiel ou tout simplement un imposteur malgré toi. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Je les aide à canaliser leur surefficience pour soulager leur mal-être et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle ils apprennent à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Alors aujourd'hui, peut-être que tu te dis, ok, tout ça, le haut potentiel, HPI, HPE, les émotions, l'hypersensibilité, et si tout ça en fait c'était que des foutaises, et si en fait c'est moi qui me trompais, peut-être que tu as peur de te dire, ça y est, en fait j'ai trouvé pourquoi j'ai ces sensations-là, pourquoi j'ai cette souffrance-là, mais en fait si c'est pas ça, alors je suis comment? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis anormal? Et il te vient une sorte d'angoisse de te dire mince, j'ai l'impression d'être sur la bonne voie en ayant découvert le fait que je suis peut-être au potentiel, surdoué on va dire, mais je suis angoissé au fait de me dire que si c'est pas ça, ben en fait peut-être que je me trompe et que je suis en train de me monter la tête ou peut-être que je suis en train de faire une crise d'égocentrisme et que je me crois supérieur à la moyenne, moi qui me croyais en fait totalement nul. Et là il te vient cette frustration de te dire mais en fait comment je fais pour savoir, est-ce que c'est moi qui deviens fou? Est-ce que c'est moi qui me suis mis ça dans la tête? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai lu? Bref, c'est une sorte de tempête mentale. Et il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation qui vient mettre son petit grain de sel dedans. Et je voudrais t'expliquer le mécanisme de ce biais de confirmation pour que justement tu saches le déjouer pour déterminer si oui ou non la suspicion de haut potentiel que tu as est réelle ou pas. Donc le biais de confirmation, qu'est-ce que c'est? Eh bien le biais de confirmation, c'est un biais cognitif qui consiste à privilégier les informations qui confirment tes idées préconçues ou tes hypothèses. Et par la même occasion, tu accordes beaucoup moins de poids aux informations qui jouent en défaveur de ce que tu penses. En fait, tu vas rassembler de manière sélective des informations et tu vas les interpréter d'une manière biaisée pour que ça corresponde à tes croyances. Donc, en pratique, tu vas préférer par exemple lire des sources d'informations qui confirment ou qui affirment ton point de vue. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est le fait d'être au potentiel ou pas. Il y a dans ce biais de confirmation une deuxième appellation qui s'appelle la théorie de la dissonance cognitive. C'est Léon Festinger, un psychosociologue américain qui est né en 1919 à peu près, qui a créé cette théorie de la dissonance cognitive. Et selon la théorie de la dissonance cognitive, lorsqu'une personne vient à agir en désaccord avec ses croyances, cette personne va éprouver un état de tension inconfortable qu'on appelle une dissonance. Et pour réduire cette tension, la personne va aller modifier ses propres croyances. Par exemple, on amène un sujet à donner des arguments en faveur de la peine de mort, alors qu'à la base, il est totalement contre. En faisant ça, il se met dans une situation inconfortable, un état de tension cognitive. Donc, la personne va alors se prononcer comme étant moins défavorable à la peine de mort qu'il ne l'était auparavant. Pourquoi? Pour réduire cette tension cognitive désagréable. Et aussi étonnant
ça puisse paraître, lorsque nous sommes amenés à agir contrairement à nos convictions, on a ainsi tendance à justifier nos actions et à adapter nos opinions à nos comportements. Les individus, toi, moi, on ajuste a posteriori notre opinion, nos croyances, nos idéologies au comportement qu'on vient de réaliser. Donc, si habituellement on s'attend à ce que l'homme soit un être rationnel qui agit sur la base de ses convictions, ce n'est pas du tout le cas. L'homme justifie après coup son comportement en ajustant ses convictions à ce comportement, en rationalisant. Et le travail de réduction de la dissonance aboutit, comme je te le disais, à une modification de l'attitude. La personne va ajuster son attitude de manière à ce que celle-ci soit davantage conforme au comportement qu'elle vient d'avoir. Tu commences à réfléchir un petit peu. Donc, tout ça, ça vient de quoi? Ça vient d'une expérience de Festinger qui disait à peu près ceci. Pendant leurs études, des étudiants faisaient une tâche gratuitement, c'est-à-dire qu'ils allaient faire une tâche extrêmement ennuyeuse, sans aucune valeur ajoutée, qui était de placer des picots sur un tableau. Donc, tâche totalement nulle. Mais ensuite, ils étaient payés soit $1, soit $20 pour aller faire la même chose, pour aller convaincre un autre étudiant que cette tâche était intéressante. Ceux qui étaient payés $1 trouvaient la tâche plutôt intéressante à faire et arrivaient plus facilement à convaincre d'autres étudiants. Et ceux qui étaient payés $20 trouvaient la tâche vraiment ennuyeuse et fastidieuse et ils avaient du mal à recruter parce qu'ils ne trouvaient pas comment donner du sens à ce qu'ils faisaient. L'analyse de cette expérience, c'est que cette expérience met en place une dissonance cognitive. Ceux qui étaient payés $20 résolvaient la dissonance en disant que c'était pas trop mal payé, juste pour coller des picots et aller convaincre quelqu'un de faire la même tâche. En fait, ils réduisaient aussi l'attention par la compensation de l'argent. Et ceux qui étaient payés $1, ils avaient du mal à accepter d'être si mal payés pour ça, et il y avait une dissonance qui n'était pas réglée. Donc, ils ont été obligés de changer leur conviction initiale. Ils sont passés de « cette tâche est nulle » à « en fait, cette tâche, elle est quand même vraiment cool, en fait ». Et donc, ils ont réduit leur dissonance cognitive. D'un côté, par la compensation de l'argent, de l'autre côté, en disant que la tâche a été vraiment cool. Bilan, avec une tension de dissonance cognitive, on règle ça en changeant sa conviction initiale, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Alors, il y a plusieurs conditions qui sont nécessaires justement à l'éveil de cette dissonance. Première condition, c'est l'engagement social. C'est-à-dire que je vais dire quelque chose face à des gens, ou je vais l'annoncer, donc je me suis engagé socialement, et je vais avoir beaucoup de mal à faire marche arrière, donc il y a une dissonance qui se met en place. Il y a aussi une condition qui est la condition du soi, ce qu'on appelle le soi. Par exemple, un bon élève sera dissonant quand il va recevoir une mauvaise note, tout comme le cancre va être dissonant quand il va recevoir une excellente note. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une notion de soi assez claire pour savoir ses valeurs, etc., et qu'il se mette en place une dissonance. Troisième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait des conséquences à la situation. C'est-à-dire que la dissonance, elle est éveillée par la réalisation d'un comportement problématique. Si et seulement si ce comportement est accompagné de conséquences. Si on dit quelque chose mais qu'il n'y a aucune conséquence, il n'y a pas de dissonance cognitive en fait. Donc, dans ce qui nous intéresse là-dessus, c'est de se dire, ok, et si jamais ce comportement au potentiel que je suis en train de découvrir, ce n'était en fait qu'une dissonance cognitive que je suis en train de créer au sein de mon esprit. Et si en fait, c'était pas ça. Donc, je vais t'expliquer maintenant, pour bien comprendre,
les modes de réduction de la dissonance. Premier mode de réduction de la dissonance, c'est ce qu'on appelle la rationalisation cognitive. C'est-à-dire que la personne modifie son attitude initiale afin de la rendre plus conforme au comportement problématique. Il s'adapte. Deuxième réduction, c'est la rationalisation comportementale. Suite à son comportement problématique, la personne a la possibilité de réaliser un second comportement qui va dans le même sens. Troisième mode de réduction, c'est ce qu'on appelle la trivialisation, c'est-à-dire que l'individu peut dévaloriser son comportement problématique, ou l'attitude qu'il avait initialement, vis-à-vis de ce comportement. Il va la dévaloriser. Oui, non, mais en fait, c'était une blague. Non, mais ça fait c'est un truc nul. Enfin voilà, trivialiser. Et dernier mode de réduction, c'est ce qu'on appelle le support social, c'est-à-dire que l'individu est susceptible d'essayer de modifier son univers social pour le rendre consistant avec ses croyances. Il va se livrer alors à des comportements de prosélytisme. Il va s'entourer de personnes qui adhèrent à son point de vue, il va éviter les personnes qui sont susceptibles de menacer son point de vue. Et là, dans ces 4 modes de résolution de la dissonance, tu es en train de te dire, ok, mais en fait, si c'était pas ça, je suis en train de m'intéresser aux thématiques des hauts potentiels, je suis en train de discuter avec des gens qui sont au potentiel, je m'entoure de livres, de lectures, de vidéos sur le haut potentiel. Donc en fait, est-ce que je ne suis pas en train d'avoir un support social qui va faire que je suis en train de modifier mon univers social pour le rendre cohérent avec mes croyances? Est-ce que tu ne te livres pas à un comportement prosélytisme? Est-ce que tu ne t'entoures pas de personnes qui adhèrent à ton point de vue? Et tu évites les personnes qui sont susceptibles de le menacer? C'est une question qu'il faut se poser et on va voir comment faire pour résoudre ça justement. Alors, là-dedans, le gros problème, c'est ce qu'on appelle l'influence sociologique. C'est-à-dire qu'on va chercher toujours des preuves qui vont aller dans le sens des croyances qu'on a déjà, plutôt que de chercher des choses qui pourraient infirmer et se mettre en opposition contre nos croyances. Et c'est là, en fait, le problème du biais de confirmation. On ne voit ou on ne nous fait voir que ce qu'on aime déjà ou qu'on croit aimer. En fait, on reste dans notre zone de confort. Et on fait tout ça, moi le premier, toi aussi. On lit des bouquins, on lit des revues, on voit des films, on voit des vidéos qui sont en accord avec nos croyances politiques, nos croyances religieuses, nos croyances sociales, nos croyances scientifiques. Et j'aime bien, il y a une citation d'un astrophysicien américain, de Neil deGrasse Tyson, qui disait qu'un des plus gros problèmes avec le monde aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes se limitent à ce qu'elles entendent dire juste parce que ça les conforte dans leur perception du monde. Pas parce que c'est vrai ou parce qu'ils ont des preuves pour supporter leur point de vue, c'est pourtant très peu de temps et d'efforts dans la plupart des cas. Mais les gens préfèrent la réassurance plutôt que la recherche. Donc, pour aller plus loin dans ce qui nous intéresse, pour résoudre ce biais, on se met peut-être à se comporter comme un haut potentiel, même si on n'est pas au potentiel. Et on ne va voir que ces comportements au potentiel. Je te renvoie vers une vidéo, la vidéo de l'effet TAC, Barnum, qui parle de ce problème-là aussi. Donc, comment faire, si tu te poses cette question, si tu as ce doute, quelles sont les solutions pour faire le clair, voir si tu n'es pas dans un problème de biais cognitif? Alors déjà, qu'un des traits du haut potentiel, c'est de ne pas avoir confiance en lui et de remettre sans cesse en question ses croyances. Il doute sans cesse, et il va avoir même un déni parfois du haut potentiel. Donc, si on rajoute ce biais cognitif, c'est un petit peu compliqué. Donc, quelles sont les solutions pour y voir clair? Première chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du changement. C'est-à-dire quand tu étudies le phénomène du potentiel, tu essaies de rassembler des preuves, il ne faut pas avoir peur de changer. Peut-être que c'est ton comportement, peut-être que tu es au potentiel, mais peut-être que tu ne l'es pas, que c'est autre chose, mais que c'est autre chose peut-être mieux, on ne sait pas. Donc il ne faut pas avoir peur de changer. Deuxièmement, il faut rester curieux, il faut rester souple
dans ta manière de découvrir les choses. C'est-à-dire qu'il faut être curieux. Ok, je découvre le milieu de potentiel, mais je suis assez souple. Et surtout, il faut être un sceptique expérimentateur. C'est-à-dire que tu dois être très sceptique, mais tu dois t'autoriser à expérimenter. C'est-à-dire, au fait, je suis peut-être au potentiel, mais j'ai quand même être sceptique. Donc je vais pas dire non, c'est pas pour moi. Je vais quand même tester, je vais quand même lire. Je vais être souple, curieux, sceptique, expérimentateur. Et surtout, il y a 2 méthodes que je peux te donner pour mieux raisonner en limitant tes biais de confirmation. Première méthode, cette méthode consiste à chercher ce qu'on appelle les retours négatifs. C'est une manière de tester nos idées, nos observations et nos croyances en utilisant des données et des faits. Donc, on va prendre des données, des faits de manière neutre en disant « Ok, est-ce que ça fait partie du comportement au potentiel ? Est-ce que ça n'en fait pas partie ? Est-ce qu'il y a plus de côté positif, côté négatif ? Je tire un trait, je mets les plus et les moins. Dans quoi je me situe ? De manière totalement neutre. C'est une bonne méthode. Elle est un petit peu compliquée parce que parfois, avec ce biais cognitif-là, on peut être tenté de mettre plus que de moins et se dire, ok, en fait, je me comporte comme un haut potentiel parce que ça va confirmer le fait que je pense être haut potentiel. Donc c'est bien si tu arrives à avoir cette capacité d'abstraction et cette objectivité sur toi-même. Une deuxième méthode qui est un petit peu plus, révélatrice, c'est une méthode qui a été mise au point par Seth Godin, qui est un grand marketeur américain, et qui est en fait d'expliquer à une personne pourquoi on a tort. Et là, tu vas chercher un sujet pour lequel tu es certain, par exemple, tu es certain d'être au potentiel, et tu vas expliquer à l'oral à une personne de confiance pourquoi tu as tort. Tu prends le parti opposé et tu argumentes de manière détaillée pour voir ce qui se passerait si tu avais tort. Et ce que ça va t'aider à faire, c'est de ressentir ce moment où ton esprit se retourne complètement pour regarder le monde d'un œil nouveau, pour regarder ton affirmation d'un œil nouveau. Donc tu vas dire, je suis au potentiel, et je vais expliquer à une personne en face de moi pourquoi j'ai tort de penser que je suis au potentiel. Et ça va te permettre d'avoir une vision déjà plus neutre pour ça. Mais la dernière solution, la solution finale à tout ça, si vraiment tu te dis, je ne sais plus si je suis dans le brouillard, est-ce que c'est un biais cognitif ou pas, est-ce que c'est un effet Barnum ou pas, la solution ultime, comme je le disais dans une autre vidéo, c'est que dans la majorité des hauts potentiels, 97 à 98% des hauts potentiels ont besoin de passer un test de dépistage de la douance, un test officiel. Il y en a peut-être 3, 4, 5% qui n'en ont pas besoin, mais la majeure partie a besoin pour avoir une confirmation. C'est une sorte de cap à passer qui va valider par une personne extérieure qu'effectivement, elles sont au potentiel ou non, et ça va les décharger de ce biais cognitif, les décharger, se dire non mais en fait je pourrais me tromper, ça pourrait être une hypothèse, c'est de passer un test de douance. Donc je te mets en référence aussi, tac, ici, ou là je sais plus, une vidéo YouTube dans laquelle je te fais passer un pré-test de détection. Tu vas répondre à différentes questions si tu ne l'as pas déjà fait pour savoir si tu corresponds déjà à ce dépistage de la douance, et tu sais que tu as aussi la possibilité de passer un test de détection en ligne. Tu as aussi toutes les informations qui sont sous la vidéo ou sous le podcast qui te permettront d'aller passer un test directement en face à face avec une personne en face de toi. Mais en tout cas, si tu ne veux pas passer le test, tu sais que tu as cette méthode de Seth Godin de dire ok, je pars du principe que je suis au potentiel et je vais démonter à l'oral et je vais montrer pourquoi j'ai tort de penser ça. Ça va te permettre d'avoir un esprit beaucoup plus clair et des réponses beaucoup plus claires. Mais attention aussi, si tu es vraiment un haut potentiel, tu vas avoir tendance à te dévaloriser, tu vas avoir tendance à douter, et c'est ce qui fait que c'est une des rares personnes qui a cette capacité à toujours évoluer de manière positive, parce que tu es tout le temps en train de te remettre en question, et en te remettant en question, tu évolues et tu élargis ta zone de confort. Donc, pour résumer tout ça,
c'est compliqué de savoir soi-même si on est au potentiel. Si tu fais partie de cette minorité qui arrive à être sûr qu'ils sont au potentiel, c'est très bien. Tu passes à la prochaine étape supérieure. Si tu fais partie de ces 87% des hauts potentiels qui ont du mal avec ça, soit tu fais la méthode de Seth Godin que je vais t'expliquer, soit eh bien, tu vas passer un test de dépistage de la douance, ou alors tu vas récupérer toutes les preuves, comme je te disais, que la première méthode, la méthode qui consiste à chercher ce qu'on appelle les retours négatifs et faire les côtés positifs. Tu mets une feuille, plus et moins, tu lis tous les ouvrages, les vidéos, les formations, et tu essaies de te faire ton propre avis. Voilà un petit peu pour faire le tour de ce biais cognitif que je voulais te partager aujourd'hui, qui me semblait intéressant. N'hésite pas à mettre un like, un dislike, à me laisser un commentaire et à partager la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Et sinon, tu as en description la vidéo, toujours à télécharger, offerte pour t'épanouir avec ta douance. Je te dis à très vite, bye bye pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.